Monsieur le Président, Joël Jaouen, président de l'Union France Alzheimer et maladies apparentées, je vous passe la parole pour l'ouverture de ces 15e rencontres. Merci Hélène. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à la Maison de la Chimie. Nous sommes heureux de vous retrouver, de nous retrouver, pour ces 15e rencontres France Alzheimer qui vont se dérouler en présentiel et en distanciel, permettant ainsi à plus de 2000 personnes de s'informer sur les avancées scientifiques, de partager des expériences novatrices, d'échanger et de débattre. Et les sujets, pour ne pas dire les motifs d'inquiétude, sont nombreux. La crise sanitaire, qui dure depuis maintenant plus de 18 mois, est particulièrement éprouvante pour les personnes malades et leurs proches. Et je tiens à vous dire ici, une fois de plus, la force de notre engagement et la fidélité à cette grande valeur qu'est la solidarité, tout comme je tiens à saluer la présence indéfectible des bénévoles à nos côtés, à vos côtés. Cette crise sanitaire a mis un peu plus en lumière de nombreux manquements en termes de prise en soins et d'accompagnement très douloureusement ressentis sur le terrain. Quel avenir pour le secteur médico-social après la crise? Ça fait d'ailleurs partie des questions que nous mettrons en débat cet après-midi. À quelques mois d'une échéance majeure pour notre pays, soyez convaincus que nous restons plus que jamais mobilisés et combatifs pour porter nos revendications dans le débat public. Vous avez, ou allez d'ailleurs, être tous sollicités pour partager vos attentes et vos propositions. Et c'est ensemble que nous les porterons lors des campagnes présidentielles et législatives, car rien ne se fera pour nous, et encore moins sans nous, et sûrement pas contre nous. Vous le savez, nous partageons deux ambitions, celle d'aider les familles à mieux vivre aujourd'hui avec la maladie et celle de permettre à la recherche de mieux la maîtriser demain. Je commencerai par la recherche. Grâce à notre fonds de dotation qui va nous permettre de suivre sur un temps long des personnes vivant la maladie et leurs proches, nous allons améliorer nos connaissances, notamment dans le champ de la prévention, un sujet majeur qui sera abordé par 3 professeurs de médecine lors de la première table ronde. Nous avons également choisi d'aborder 2 autres questions essentielles lorsque la maladie est installée, la nutrition et le sommeil. Sous l'impulsion des équipes, France Alzheimer et maladies apparentées a pris une part active lors de la semaine nationale de la dénutrition qui s'est déroulée du 12 au 20 novembre. Vous avez été très nombreux à suivre le webinaire consacré à ce sujet, dont le replay reste disponible. La question de l'alimentation est, vous le savez, une préoccupation constante pour la personne malade, mais aussi pour son proche aidant. J'ai vécu, comme nombre d'entre vous, différents épisodes hâtivement qualifiés de régressifs, comme le fait de manger avec les mains, sans toujours réaliser en temps voulu que la dénutrition met en danger la vie même de celles et de ceux que nous aimons. D'où l'importance d'actualiser nos connaissances en la matière. Ce que nous ferons en début d'après-midi. Le sommeil fait aussi partie des sujets sur lesquels nous souhaitons travailler dans les champs de la prévention et de la prise en soin. Ces perturbations favorisent-elles la survenue de la maladie? Comment faire en sorte que le sommeil des personnes malades puisse être réparateur? Nous avons là aussi fait appel aux meilleurs experts. Vous savez aussi que l'association apporte des réponses nouvelles aux personnes vivant la maladie et qui sont au début de diagnostic grâce au programme de type éducation thérapeutique du patient. Que nous portons depuis plus de 2 ans maintenant, notre volonté a été et sera toujours de leur donner les moyens de mobiliser leurs ressources pour vivre au mieux au quotidien. Différentes enquêtes et évaluations ont été menées pour optimiser ce dispositif. Elles nous seront présentées dans quelques minutes.
D'autres temps forts viendront ponctuer cette journée, et notamment un état des lieux des initiatives au service des personnes des malades jeunes. Contrairement au pouvoir public, nous ne les oublions pas et nous continuerons à porter leur voix dans l'espace public et à travailler inlassablement à une meilleure connaissance de leurs besoins et ainsi à une meilleure adaptation des réponses à leur apporter. Voilà, mesdames et messieurs, pour le programme d'une journée riche qui, nous l'espérons, sera constructive, instructive pour chacun d'entre nous. N'hésitez pas, pendant les temps dédiés, à intervenir pour donner votre avis et à faire partager vos expériences. Les questions soulevées et les réponses apportées donneront à chacun des outils pour rendre toujours plus efficace notre action. Permettez-moi de conclure mon propos par quelques remerciements. Je voudrais les adresser à Madame Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie, qui a pris le temps d'enregistrer un message vidéo. Peut-être aurons-nous la possibilité de faire la conclusion avec une promesse de M. Véran d'une vidéo qui n'est toujours pas arrivée. Je ferme la parenthèse. Je tiens aussi à remercier chaleureusement l'ensemble de nos intervenants, les collaborateurs de l'Union nationale pour l'organisation de cette journée et les bénévoles de France Alzheimer pour, je le redis, leur action quotidienne au profit des familles. Merci enfin à l'ensemble de nos partenaires, privés et institutionnels, pour leur engagement fidèle à nos côtés, AG2R La Mondiale, Corian, Lili, la Fondation Orpea, Roche. Sans vous, les rencontres France Alzheimer n'existeraient pas. Merci pour votre attention et excellente journée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et donc, nous allons effectivement voir le message que nous a adressé Madame la Ministre Brigitte Bourguignon. Monsieur le Président de France Alzheimer, cher Joël Jaouen, Mesdames, Messieurs, un an après, je suis très heureuse de m'adresser de nouveau à vous pour ouvrir vos rencontres annuelles, même si ce message en 2 dimensions me fait regretter de ne pouvoir être présente. Depuis un an, beaucoup de choses ont changé. Les EHPAD et USLD ont progressivement rouvert leurs portes et grâce à la vaccination et au pass sanitaire, nous retrouvons cette liberté qui nous échappait. Néanmoins, nous ne sommes pas encore complètement sortis de la crise, loin de là, et l'émergence du variant Omicron nous préoccupe tous beaucoup. Je veux vous dire que je sais les douleurs et les difficultés rencontrées par les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs proches aidants. Cette crise et les restrictions qu'elle a engendrées ont été particulièrement éprouvantes. L'accompagnement et les soins se sont compliqués et le sentiment d'isolement s'est renforcé. Malgré tout, je ne peux m'empêcher de voir quelque chose de positif dans la situation actuelle. Ce quelque chose de positif, c'est vous. C'est vos rencontres, c'est votre dynamisme. C'est un signal fort et cela à double titre. D'abord parce que vos échanges montrent que la situation présente ne paralyse personne, que la réflexion sur le grand âge continue d'être alimentée et renouvelée. Ensuite, parce qu'aujourd'hui est la preuve que nos aînés perte d'autonomie ne sont pas abandonnés, qu'ils sont accompagnés et qu'ils font l'objet d'une attention sincère. Si les rencontres annuelles de France Alzheimer sont essentielles, cela tient aussi à leur dimension prospective capitale. Vous le savez comme moi, d'ici 2050, il y aura environ 2,3 millions de personnes malades d'Alzheimer. À ce chiffre déjà important, il faut rajouter les aidants, qu'ils soient reconnus comme tels ou non. Le résultat à l'arrivée est clair et nous presse d'agir. La maladie d'Alzheimer n'est pas un phénomène anecdotique. C'est un sujet majeur, un sujet dont les enjeux sociaux, éthiques, cliniques et économiques nous concernent toutes et tous. La mobilisation permanente de France Alzheimer participe grandement à investir le sujet dans l'espace public et je vous en suis tout à fait reconnaissante. Dans ce combat contre la maladie, il ne faut jamais oublier les proches aidants. Et je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui. Nous toutes et tous ici le savions déjà.
Mais la crise a mis en lumière pour le grand public le rôle absolument déterminant des aidants, mais aussi parfois et malheureusement leur détresse. Nombre d'entre vous sont aujourd'hui, après presque 2 ans, épuisés moralement et physiquement. Je veux vous apporter tout mon soutien et ma reconnaissance. Je vous l'avais déjà dit l'année dernière, mais je veux vous le redire, les aidants familiaux peuvent bénéficier de l'indemnisation du congé proche aidant. Je vous invite à vous en emparer, c'est un dispositif précieux. Dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer et plus généralement les maladies neurodégénératives, le gouvernement a cherché à développer d'autres leviers d'action. Nous avons mis en place en juin dernier une feuille de route maladies neurodégénératives pour 2021-2022. Elle a vocation à maintenir un certain nombre d'actions essentielles, des plans et stratégies passés pour renforcer notre réponse collective aux enjeux des maladies neurodégénératives et notamment la prise en charge et l'accompagnement des personnes malades et de leurs proches aidants. Olivier Véran et moi avons par ailleurs demandé aux différentes parties prenantes à ce que cette feuille de route puisse être alimentée. Beaucoup de retours nous ont déjà été faits et nous ne manquerons pas de leur donner suite. Nous avons également mis en place un accompagnement psychologique poussé au sein des services de soins infirmiers à domicile. Cet accompagnement sera également ouvert au bénéfice des aidants, de la personne âgée, ainsi qu'aux professionnels des services pour un accompagnement global de la personne. Car nous le savons, la santé mentale doit être l'affaire de tous. 750 000 € seront également consacrés au développement de l'hospitalisation à domicile pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives pour lever les freins tarifaires liés à cette prise en charge. Enfin, j'ai fait inscrire dans le PLFSS un budget de 5 millions d'euros pour la création de 100 pôles d'activité et de soins adaptés dans les EHPAD. Ces 100 nouveaux PASA permettront une prise en charge plus individuelle, plus personnalisée, plus adaptée des personnes atteintes par la maladie résidant en EHPAD. Ce budget viendra en appui des efforts massifs déjà en cours ou programmés dans le cadre du Ségur de l'investissement qui vont permettre de mieux préparer certains EHPAD à accompagner les personnes souffrant de troubles neurodégénératifs et apporter des ressources pour les acteurs et les aidants de leur territoire. Voilà les quelques mots que je tenais à vous dire pour ouvrir la 15e édition des rencontres de France Alzheimer. Aujourd'hui, plus que jamais, vos travaux sont importants. Ce message vidéo est là pour le reconnaître pleinement et vous apporter tout mon soutien. Je vous souhaite des débats riches et fructueux. Je vous remercie. Merci donc à Madame la Ministre. Et donc, nous allons démarrer ces rencontres avec un programme très ambitieux qu'a évoqué Joël Jaouen, le programme Vivre avec la maladie. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Judith Mollard, que tout le monde connaît, je pense, qui est donc experte psychologue au sein de l'Union France Alzheimer et maladies apparentées. Et Judith, peut-être avant de démarrer les échanges, je propose que nous voyions donc un petit film de présentation, une courte vidéo donc sur ce programme Vivre avec la maladie. J'ai longtemps été dans le déni de ma maladie. À force d'entendre qu'Alzheimer te fait perdre la mémoire et que ça va pas aller en s'améliorant, tu te dis non, ça peut pas être ça. Avec Alzheimer, tu bascules dans un autre monde, un peu difficile à comprendre. Tes problèmes de mémoire te font perdre la plupart de tes repères. Tôt ou tard, j'aurai besoin des autres, je le sais. Un jour, je ne pourrai peut-être plus m'habiller toute seule et si ça se trouve, je ne reconnaîtrai plus mon mari. Face au choc brutal du diagnostic, France Alzheimer et maladies apparentées a conçu le programme Vivre avec la maladie. Un parcours sur mesure qui offre aux personnes en début de maladie les clés pour organiser et adapter au mieux leur quotidien. Un entretien individuel est organisé en présence d'un professionnel et d'un bénévole pour identifier leurs attentes, leurs besoins et nouer une relation de confiance. 6 ateliers leur sont proposés. Ils pourront partager leurs expériences et savoirs sur la maladie. Ensemble, ils trouveront des solutions et construiront des stratégies pour être le plus autonomes possible. Ils apprendront aussi à gérer leur stress et définir leur place au sein de leur famille. Un bilan final leur permettra de formuler leurs projets et de choisir des activités au sein de l'association France Alzheimer et maladies apparentées. Vivre avec la maladie, un programme de type éducation thérapeutique du patient. Rendez-vous sur francealzheimer.org.
une très, très jolie vidéo qui nous donne déjà un certain nombre d'informations. Mais donc, Judith, est-ce que vous pourriez revenir peut-être au démarrage de ce programme et comment le besoin a émergé et comment ce programme a-t-il été conçu? Parce qu'on parle de 6 séances, mais comment après les thématiques ont-elles été choisies? Alors, les choses ont démarré en 2016 par une sollicitation, une invitation du plan maladies neurodégénératives de l'équipe du plan, puisque dans ce plan, il y avait la mesure 5 qui avait pour mission, pour objectif de promouvoir et de développer, déployer des programmes d'éducation thérapeutique du patient pour les personnes atteintes d'une maladie neuro-évolutive, comme la maladie de Parkinson, la sclérose plaque et la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Donc c'est parti de là, et puis également de l'émergence, depuis peut-être une dizaine d'années, de personnes venant d'apprendre le diagnostic, souvent des personnes jeunes qui avaient une position peut-être plus proactive vis-à-vis de cette annonce qui leur était faite, et avec une demande de pouvoir, comme on leur proposait à leurs aidants, la formation des aidants, d'également avoir un dispositif à l'intérieur duquel ils auraient la possibilité de mieux comprendre ce que cette maladie voulait dire et les symptômes qu'elle représente, et puis surtout pouvoir se mobiliser. Je crois qu'il y avait vraiment l'émergence d'une position beaucoup plus active vis-à-vis de cette annonce diagnostique. Donc voilà, ça a été à ce moment-là la rencontre de ces deux éléments. France Alzheimer, au début, a hésité. C'était France Alzheimer, dans son histoire, a d'abord été une association qui développait des dispositifs à destination des aidants familiaux, puis des dispositifs pour le couple aidant aidé, et voilà, s'adresser uniquement à la personne malade était quelque chose de plus récent. Donc il y a eu quelques hésitations. Il y avait aussi une question autour de la légitimité. Est-ce que nous, association de famille, nous sommes légitimes finalement pour développer un programme de ce type-là, avec une ambition importante de pouvoir outiller finalement les personnes malades à la sortie de l'annonce. Et puis après quelques hésitations qui n'ont duré que quelques temps, eh bien, nos associations, puisque ce sont nos associations qui œuvrent, on s'y est lancé. Alors dans la construction de ce programme, on s'est entouré de personnes vivant la maladie pour identifier au plus près de leurs attentes, de leurs besoins, et on s'est aussi fait accompagner, puisque l'éducation thérapeutique du patient était quelque chose qu'on ne connaissait pas. On s'est donc fait accompagner par l'association Comment Dire, dirigée par le professeur Catherine Tourette-Turgis, donc qui œuvre beaucoup pour donner la parole aux patients, qui a développé la notion de patient expert, de mettre en avant finalement le savoir expérientiel. Il y a le savoir scientifique, mais il y a aussi le savoir, la connaissance que l'on acquiert par l'expérience de ce que l'on vit soi-même. Et peut-être que ce programme Vivre avec la maladie, son objectif, sa finalité, c'est de faire émerger ces savoirs expérientiels chez chacun des participants et de les partager. Il y a vraiment une notion de partage et de co-construction aussi de réponses. Vivre avec la maladie, il n'y a pas un protocole, c'est une adaptation finalement, c'est un chemin adaptatif pour chacun, mais qui peut se partager, qui peut, avec un co-soutien très important entre les personnes malades. Et donc aujourd'hui, c'est un programme, on a formé, puisque ce programme est co-animé, comme beaucoup de nos actions à France Alzheimer, par un professionnel et un bénévole qui sont formés aux 40 heures de l'éducation thérapeutique du patient, avec pour objectif en effet que ce ne soit pas descendant, il n'y a pas des sachants qui diraient aux participants comment il faut vivre les choses, mais qui facilitent, qui dynamisent, qui invitent, qui encouragent à ce partage. Et donc aujourd'hui, nous avons formé plus de 100 professionnels et bénévoles dans 45 associations,
et nous sommes à 60 programmes déjà animés dans 25 départements. Alors avec évidemment la période pandémique qui a un peu limité, mais voilà, quelque chose et une adhésion, une implication très forte des professionnels et des bénévoles voilà, participants. Très bien, alors merci beaucoup. Et donc, il y a une enquête qui a été menée au sein du réseau, ainsi qu'auprès des personnes malades, de leur famille, des animateurs qui ont suivi ou animé précisément ce programme. Quels sont les enseignements de cette étude ? Oui, en effet. Donc, nous sommes aussi accompagnés par la Direction générale de la santé sur cette action depuis 4 ans et qui a, entre autres, nous a permis de financer une recherche appliquée qui avait deux axes. D'abord, faire une analyse rétrospective de la mise en place de cette action innovante dans une association, pour une association. Et c'est donc là où on a sollicité notre réseau et analysé, nous avons analysé 150 questionnaires renseignés par nos équipes de terrain, qui a montré qu'il y avait une adhésion globale de nos associations, une adhésion conceptuelle, une adhésion sur le concept même de cette action, mais avec aussi quelques craintes sur l'engagement opérationnel. C'est une action qui demande beaucoup, qui est complexe, qui est exigeante, et voilà, je pense qu'il faut aussi le temps que la preuve de ce programme puisse petit à petit se disséminer au sein de notre réseau. Ensuite, notre ingénieur de recherche a mené des entretiens semi-dirigés, donc avec les animateurs du programme, avec des participants, avec des familles. Et donc, elle a pu identifier que, je me répète, mais que l'adhésion était très forte chez les professionnels et les bénévoles qui se sont engagés dans ce programme, et même que l'expérience de l'animation de ce programme a changé pour beaucoup d'entre eux leur représentation finalement des personnes malades, de ce que l'on pouvait proposer aux personnes malades, et que ça a eu un impact sur la façon dont ensuite ce même binôme, par exemple, pouvait animer la formation des aidants. Donc il y a vraiment eu des enseignements. J'ai envie de dire que c'est une action où il y a des bénéfices de part et d'autre. On s'enseigne mutuellement des choses, et c'est intéressant à ce niveau-là. Et puis au niveau des participants, donc on note en général une grande satisfaction, et on a plutôt mesuré, plutôt que l'impact qui aurait demandé un groupe contrôle, enfin là on a plutôt mesuré les effets sur les personnes malades, les effets sur les aidants familiaux. Alors sur les effets pour les participants, je crois que l'effet principal c'est véritablement le fait de se retrouver entre personnes vivant la même situation. Alors, il y a ce mot qui n'est pas très joli, mais de pairs aidants, mais vraiment entre pairs, de pouvoir s'apporter de l'aide et du soutien. Et aussi, l'accent est mis sur l'aspect de socialisation. Je pense que ce qu'on entend, c'est que très vite, dès l'annonce du diagnostic, il y a quelque chose qui nous coupe du monde, qui nous coupe de nos activités habituelles. Enfin, et donc là, il y a quelque chose autour de la socialisation qui est évoqué de façon très, très importante. Ensuite, autre effet, c'est vraiment quelque chose autour de la dédramatisation, puisque on sait à quel point les représentations sur la maladie sont lourdes, sont négatives. Il y a ce caractère d'évolutivité qui est très fort. Et on a vu à travers ces programmes des personnes qui finalement s'étaient auto-censurées sur des choses qu'elles pouvaient encore faire, qu'elles auraient pu encore faire, mais les représentations avaient un peu... Et je me souviens comme ça d'un monsieur qui, en écoutant un autre qui continuait à avoir des échanges et s'occuper de ses petits-enfants, s'était rendu compte que lui, c'était interdit, depuis que le diagnostic avait été posé, de continuer à jouer son rôle de grand-parent. Et ça lui a permis, en effet, Donc là, il y a quelque chose autour de repousser, finalement, les limites que parfois on s'impose soi-même, alors qu'il n'y a pas de raison de le faire. Après, il y a aussi tout ce qui est le partage des stratégies
au quotidien. Comment je fais pour, quand j'ai un mot qui me manque, et toi, comment tu fais? Moi, je marque sur un petit calepin près du téléphone. Enfin, tous ces échanges de stratégie. Donc, voilà, il y a vraiment pour objectif de renforcer le pouvoir d'agir, de continuer aussi à projeter. C'est une maladie qui vous empêche de pouvoir projeter quelque chose sur l'avenir, puisque ces projections sont souvent sur un versus très déficitaire et mortifère. Donc là, il y a aussi quelque chose dans ce programme qui permet de relancer une dynamique et voilà, de renforcer l'estime de soi notamment. Et puis, pour finir, du côté des aidants, une satisfaction de savoir qu'on pouvait proposer un dispositif à leurs proches sans forcément qu'eux soient impliqués, et un dispositif adapté. Voilà, alors, ce que pouvaient percevoir les aidants, c'est peut-être, en termes de bénéfices, c'est une affirmation de soi, une confiance en soi retrouvée et une augmentation des initiatives dans la vie familiale et même dans la vie quotidienne extérieure. Très bien. Et donc, à ce stade, après tout ce travail, quels sont les questionnements, les pistes de travail? Est-ce que ce programme va évoluer? Alors, même si on mesure l'effet positif de ce programme et son intérêt, eh bien pour les associations, c'est extrêmement difficile de constituer des groupes ou de toucher les personnes qui pourraient en bénéficier. Alors, il y a bien sûr de pouvoir communiquer sur l'existence de ce programme, mais je crois que ça va au-delà. C'est vraiment de prouver, enfin de montrer à quel point ça peut être un apport important, notamment à la sortie de l'annonce diagnostique, où peu de choses sont proposées finalement. Donc on essaye de travailler sur la déconstruction aussi des préjugés et on vient de finaliser des outils de sensibilisation en direction des professionnels en première ligne au moment de l'annonce diagnostique, c'est-à-dire les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les orthophonistes et les équipes spécialisées Alzheimer, parce que c'est par eux aussi que des personnes malades peuvent être orientées vers nos associations. Peut-être aussi prouver la légitimité d'une association de famille à proposer un programme comme celui-là, qui jusqu'à présent était quand même réservé au secteur hospitalier. Donc voilà, il y a des leviers à trouver, il y a des freins à lever. On est en cours, mais ça prend du temps, c'est beaucoup d'énergie, et je salue au passage l'implication énorme des binômes qui animent ces programmes. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, je propose que l'on prenne vos questions. Donc, des micros vont circuler. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Pour ceux qui nous suivent en distanciel, je rappelle l'adresse, donc rfa@francealzheimer.org. Et là aussi, donc, nous répondrons à vos questions. Donc, qui pose la première ? Alors peut-être en attendant la première, moi j'ai une question très simple. Est-ce que ce programme peut être organisé en visio ou pas du tout, compte tenu de la crise sanitaire? C'est compliqué peut-être? Alors, on a une association qui, pendant les périodes successives de confinement, eh bien, s'est lancée dans la visio, d'une part parce que le programme avait débuté en présentiel et que c'était regrettable de ne pas le terminer, et qui s'est même aventuré à en organiser une complètement en visio. Alors peut-être que d'ailleurs, je crois que les animateurs de ce programme sont dans la salle, donc pourraient peut-être encore mieux répondre que moi, mais ça a pu se faire avec quelques aménagements. Bien entendu, ça ne remplace pas la présence en face à face, mais en tout cas, les choses ont pu se dérouler. Alors n'hésitez pas, même si vous voulez apporter votre témoignage des personnes qui ont suivi ou qui ont organisé cette formation, enfin ce programme, pardon. Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Christine Bonnet et donc j'anime avec Françoise qui est à côté de moi
des groupes vivre avec la maladie. Et effectivement, via l'association du 94 du Val-de-Marne, pendant la pandémie, on a ressenti le besoin de continuer à animer des groupes par Zoom. Pourquoi ? Déjà parce que les personnes malades étaient très isolées et avaient très peu de choses proposées. Et du coup, ça nous a donné envie de développer. L'avantage qu'il y a eu, c'est qu'on a pu s'adresser à des gens qui n'étaient pas forcément... qui avaient des problèmes au-delà de la pandémie, qui avaient des problèmes pour se déplacer. Donc c'est vrai que ce programme par Zoom peut intéresser des gens qui sont isolés, qui ont du mal à se déplacer et qui n'ont pas forcément ce programme proposé dans les associations de leur département aussi. Donc ça nous a permis de voir ça. Par ailleurs, ça nous a permis de voir que des gens qui étaient en distanciel étaient quand même très solidaires les uns des autres et arrivaient bien à suivre aussi le programme tel qu'il était proposé. Effectivement, c'est plus compliqué à distance, mais pendant les réunions, les gens étaient très solidaires les uns des autres et, comme expliquait Judith, partager leur stratégie, expliquer leurs problématiques, etc. Ce qui a été peut-être un peu compliqué, c'est quand on a fait le groupe sur mon entourage et moi, parce qu'effectivement, ils étaient chez eux avec peut-être l'aidant à proximité. C'était peut-être un peu compliqué de parler de leur place dans leur famille. Mais on ne l'a pas trop ressenti, mais c'est possible qu'il y ait eu des soucis à ce niveau-là, ou qu'il pourrait y en avoir si on faisait d'autres programmes. Ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on ne se rend pas toujours compte de l'état de la personne au moment où la réunion se termine. Peut-être qu'elle est bouleversée émotionnellement, parce que ce sont des réunions où il y a quand même beaucoup d'émotionnel et beaucoup de ressentis qui peuvent être positifs ou négatifs. Et du coup, effectivement, on a plus de mal à accompagner à la fin de ces réunions les gens quand ils sont à distance. Voilà, bien sûr, c'est plus compliqué qu'en présentiel, mais il y a quand même peut-être une exploration à faire pour éventuellement continuer ces programmes-là quand on ne peut pas faire autrement. Voilà. Merci beaucoup Christine pour votre témoignage. On a une question, monsieur, juste derrière vous. Alors, bonjour, je m'appelle Maïs Normand, je suis psychomotricienne et je coordonne une équipe spécialisée Alzheimer à domicile sur Bordeaux. J'ai entendu parler du coup de ce programme Vivre avec la maladie depuis peu, hein. Je l'ai vu passer sur les mails de l'association. La première question qui m'est apparue, c'est est-ce qu'il y a des liens qui sont faits entre nos équipes ESA et parce que pour le coup, nous, sur la Gironde, c'est pas effectif actuellement. Parce qu'en fait, je rebondis sur ce que vous dites, effectivement, comment accompagner ces gens qui, effectivement, parce que nous ne peuvent pas se déplacer pour la majorité, comment les accompagner sur ces temps d'éducation thérapeutique pour pouvoir après rebondir dessus, s'en saisir et pérenniser. Parce que 6 ateliers sur une maladie neurodégénérative, on le sait, c'est pas assez, c'est quelque chose qui évolue, donc il faudrait réitérer ce genre de choses. Nous, on a cette faculté de pouvoir réintervenir tous les ans, donc c'est intéressant de pouvoir essayer de faire du lien entre nos équipes et nos missions qui ont quand même une capacité de 15 séances annuelles et ce programme qui, je pense, aurait plus de poids si on s'alliait, parce que le but, on l'a tous le même, c'est de maintenir à domicile dans les meilleures conditions. Et j'avais une question par rapport à ce programme. On a un pôle au CHU de Bordeaux qui est spécialisé dans les atteintes de malades jeunes. On a une énorme demande. Sur les 30 personnes que j'ai actuellement en file active, j'en ai au moins 10 qui ont entre 40 et 60 ans. Et on a plus de 50 personnes en attente. Et je ne fais qu'une infime partie des communes que de Bordeaux Métropole. Donc en fait, on a un gros problème, nous, sur notre Gironde, c'est qu'on a des centaines de personnes en attente. Et on priorise les patients jeunes. Ça a été quelque chose qui a été mis en place avec les neurologues. Mais du coup, on pénalise tous ces gens qui sont plus avancés dans l'âge, mais qui, du coup, ont un peu moins cette faculté, je pense, à, comme vous dites, à prendre conscience de la maladie, l'accepter et rentrer dans ce type de programme.
Donc voilà, j'avais surtout une question par rapport à est-ce que vous différenciez au niveau des âges les programmes ou est-ce que c'est... Alors, en tout cas, en termes d'inclusion des patients dans le programme, il n'y a pas de critère d'âge, sauf que quand on regarde un peu les chiffres, on voit qu'en règle générale, les personnes qui, en tout cas aujourd'hui, rejoignent, enfin s'inscrivent dans ce programme, sont plutôt des malades. Enfin, la moyenne d'âge est autour de 63 ans, je crois. Donc, on est quand même, de fait, voilà, une population plutôt jeune. Après, vous aviez une question sur l'après, parce qu'en effet, ces 6 séances, il y a les bilans initiaux, et puis les bilans finaux, et puis les 6 ateliers en groupe. Alors, on a, nous, à la suite, parce qu'il y a évidemment à la sortie du programme une grande demande de ces personnes de continuer à se voir, de continuer à échanger. Il y a même des liens d'amitié qui se sont créés. Enfin, il y a vraiment quelque chose de fort qui existe. Et donc, on a plusieurs actions qui peuvent suivre. Les associations peuvent mettre en place des ateliers de mobilisation cognitive, des ateliers d'art-thérapie, des ateliers autour du physique et du bien-être. Mais surtout, on a aussi proposé ce qu'on appelle le groupe d'entraide, qui en fait est un peu pour nous le continuum du programme Vivre avec la maladie. Et le groupe d'entraide, il a un peu été imaginé, même s'il est aussi tout à fait émergent, mais comme les GEM, les groupes d'entraide mutuelle dans le champ de la maladie mentale, c'est-à-dire un groupe où finalement il n'y a pas un intervenant qui propose une médiation, mais c'est le groupe qui décide ce qu'il a envie de faire ensemble et quel projet il a envie de mener ensemble. Donc, de toute façon, à la sortie du programme, il y a une suite. Bon, ça, c'est une première chose. Après, sur l'articulation, parce que c'est évident que ce programme, il s'articule complètement aux 15 séances de réhabilitation que les ESA proposent versus, vous êtes sur une prise en charge individuelle, et là, nous, on propose quelque chose en petit collectif. Ces petits collectifs, c'est 4 à 6 personnes. Mais peut-être Geneviève veut dire quelque chose, puisque je sais que nos associations ont des partenariats sur leur territoire avec les ESA. Oui, donc ça relève de chaque et je sais que association. En Dordogne, il y a quelque chose qui s'est mis en Kevin, place d'une collaboration. Geneviève et... Ah oui, puis il y a Madame... Oui, Madame voulait intervenir peut-être avant Geneviève. Ça marche? Oui. Bonjour. Alors, je me lève parce que je voudrais voir la dame de Bordeaux qui vient de parler. Bonjour. Alors, moi, je suis Martine Lissard, je suis la présidente de France Alzheimer Gironde, donc je suis basée à Bordeaux, évidemment. Je suis très étonnée de ce que vous me dites parce que moi, j'ai pris contact avec le centre neurologique de Bordeaux à Pellegrin. J'ai vu M. Planche, M. Tison, dont vous devez connaître, c'est quand même eux qui font la recherche à Bordeaux. J'ai déposé des dossiers, j'ai passé 3 heures avec eux pour parler du programme Vivre avec la maladie. On n'a pas pu mettre notre programme en place avec la psychologue parce qu'on a eu une seule réponse où on nous a envoyé un seul malade. Donc, je suis désolée. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de venir me rencontrer ou que moi, je vienne vous rencontrer parce qu'apparemment, vous avez beaucoup de malades qui seraient intéressés par ce programme. Et nous aussi. Donc, je vais vous donner mon numéro de téléphone, 05 56 40 13 13. Et je vous promets que si vous m'appelez, nous allons nous rencontrer très bientôt. C'est formidable. Il y a des partenariats qui se nouent en direct. Bravo. Geneviève, vous voulez intervenir? Où êtes-vous? Oui. Je suis là, je vais essayer de faire rapide, ce qui n'est pas très facile pour moi. Je crois qu'effectivement, moi je rebondis sur ce que dit notre collègue de l'ESA. Nous, en Dordogne, je crois qu'on essaye de faire un travail très important avec les équipes spécialisées Alzheimer et avec nos partenaires de ces équipes-là. Alors, je suis désolée. Je vais mettre plein de guillemets avant. J'étais docteur malheureusement avant. Je suis très désolée que si on compte sur les docteurs, on n'est pas arrivé. Voilà. Ça, c'est fait, c'est dit. Et je pense qu'il faut beaucoup mieux s'adresser aux équipes spécialisées. Alors nous, on a fait un petit... lorsque les familles appellent les équipes spécialisées pour une prise en charge, elles ont l'habitude de répondre par écrit, qu'elles prennent la demande en considération et qu'elles rappelleront la famille quand elles auront une place, mais en général, c'est entre 6 et 8 mois.
Donc on a obtenu qu'en bas avant de signer, elle rajoute, par contre, dans la mesure où le diagnostic a été posé, vous pourriez peut-être vous rapprocher de l'association France Alzheimer de votre département, numéro de téléphone, voilà. Et donc ça c'est très récent, mais on s'est dit, en attendant, alors il a fallu persuader les équipes spécialisées Alzheimer qu'on n'était pas que des bénévoles et des vieilles dames gentilles, quoique nous sommes des vieilles dames gentilles, mais qu'il y avait des professionnels et que ça venait en complément et qu'on était vraiment partenaires. Ce qui n'est pas évident, mais encore une fois, j'insiste sur le fait que, pour répondre à Martine, tu sais Martine, les docteurs, ils sont très gentils, ils nous écoutent poliment, mais à l'issue de l'annonce du diagnostic, ils n'ont aucune idée de la manière dont ils peuvent dire aux familles et aux personnes malades, voilà, moi je vous donne les coordonnées de ce programme Vive avec la maladie, je crois que ce serait vraiment très bien que vous puissiez les rencontrer. Alors je ne sais pas si c'est dans d'autres régions c'est comme ça, mais nous en tout cas dans la Nouvelle-Aquitaine, ça ne se passe pas. Merci beaucoup pour ce témoignage. France Alzheimer Héros, Gérard Despès. Donc en ce qui nous concerne, la vision par rapport à ça, nous pensons que ce programme est la continuité logique de la formation des aidants. C'est-à-dire que c'est lors de la formation des aidants qu'ils ont déjà pris conscience un petit peu de la maladie, de qui nous sommes, etc., qu'on peut aller plus loin et leur proposer, disons, le programme Vivre. C'est un recrutement naturel, c'est dans la logique. Et donc nous, en ce qui nous concerne, nous avons beaucoup de partenaires par rapport même à ça. Le CHU, on a un partenariat qui, lui, fait de l'ETP classique, mais par exemple, le centre de mémoire avec Audrey Gabel, donc il y a systématiquement, disons, des allers-retours en sortie de consultation mémoire orientés vers nous. Donc c'est à nous, effectivement, à nous rapprocher des médecins. Également, on a fait une grosse communication à toutes les maisons de santé, tout l'ensemble pour indiquer ce que l'on fait, ce que l'on a. Et on sent, depuis quelques mois, qu'on a des personnes qui nous contactent en disant c'est mon médecin, c'est le neurologue qui m'a indiqué. Donc je crois qu'il y a effectivement un gros problème de communication, d'information, de rencontres, mais on devrait pouvoir arriver à mettre en place, disons, ce programme. Alors nous, on a actuellement, je crois, 4 personnes qui sont formées. On a prévu, dans notre perspective 2022, c'est un axe fort, disons, de développer ce programme, également avec les visites à domicile qui sont maintenant un petit peu également intéressantes et sur lesquelles on est formé. Voilà ce que je peux témoigner par rapport à nous. Merci beaucoup, monsieur. Nous avons une question au 2e rang également, mais d'abord, oui. Bonjour à tous. Colline Guillotin, je suis psychomotricienne et coordinatrice de l'équipe spécialisée Alzheimer de Neuilly-Plaisance, dans le 93. Voilà, en fait, nous sommes très intéressés par ce programme d'ETP Vivre avec la maladie. C'est vrai qu'on a de plus en plus de patients qui nous sont orientés en début de maladie. Et on voulait savoir s'il y a des projets de développement de ce programme, notamment dans le 93. Car pour l'instant, il ne me semble pas que ce soit le cas. Merci pour cette question, Judith. Alors, bon, comme je le disais, les choses sont en route. Pour le moment, en effet, dans le 93, il n'y a pas de binôme formé, mais me semble que c'était malgré tout un projet de la présidente. Après, peut-être qu'il y a possibilité quand les personnes habitent à proximité d'un autre département, d'orienter aussi éventuellement, soit sur Paris, soit sur la 94 si les personnes ne sont pas très loin. D'accord. Et en Ile-de-France, le programme est dispensé dans quel département ? Alors le 92, le 94, le 75. Le 95 a aussi un binôme formé. Le 91 a le projet de le faire à la prochaine formation. Voilà, donc il y a quand même une couverture assez importante. C'est vrai qu'il y a 2 ans, je me suis renseignée aussi auprès de France Alzheimer parce que je suis moi-même formée à l'ETP et ma collègue aussi, ergothérapeute, est formée à l'ETP, donc les 40 heures. Et on aurait été proactifs pour pourquoi pas participer à la création d'un programme dans le 93, sachant qu'on a une réelle demande et on en voit vraiment l'intérêt de ce type de programme d'ETP pour nos patients récemment diagnostiqués qui sont vraiment demandeurs d'être acteurs de leur prise en soin. Mais peut-être que vous pouvez ressolliciter l'association
Voilà, donc on est pour des projets de développement de ce type de programme complètement dans notre département. Formidable. Madame ? Alors, je suis Madame André, j'ai 51 ans. J'ai été diagnostiquée il y a 2 ans de la maladie d'Alzheimer à 49 ans. Et donc, moi, je voulais vous donner mon ressenti par rapport aux ETP que j'ai eu. Donc, ça s'est très bien passé, mais je n'ai pas eu du tout... mon mari n'a pas eu la formation des aidants. Donc, moi, j'ai recherché par moi-même des endroits où je pouvais trouver du réconfort et peut-être m'aider aussi, parce que c'était difficile d'apprendre ça à mon âge. Et donc là, j'ai eu la chance de tomber sur une association qui m'a dirigée vers le territoire de Belfort où j'habite. Donc je me rends compte, bon, ces 6 séances ont été coupées par la pandémie, donc j'ai commencé 3 séances, je crois. Et ensuite, j'ai eu 3 autres séances. Ça s'est super bien passé. On est 4 personnes à peu près un petit peu plus âgées que moi. Je suis la plus jeune. Mais on a lié vraiment une amitié, on va dire, hein, même, parce qu'on s'est donné notre numéro, tout ça. Et on a voulu, nous, à la fin de cette ETP, continuer à se voir. Donc là, France Alzheimer a décidé de faire un groupe d'entraide pour qu'on continue à se voir, ce qu'on fait toujours. On fait même des sorties de temps en temps. Là, on va au restaurant. Donc, on a plein de choses qui sont mises en place, mais on a besoin de ça. Et je me rends compte, parce que j'ai une page Facebook, où j'ai aussi des malades d'Alzheimer qui correspondent avec moi, qui sont jeunes, et qui recherchent dans leur région ce genre de choses et qui n'ont pas. Donc, moi, j'ai la chance d'être super bien encadrée là-bas, mais je vois que beaucoup sont en recherche. On n'a pas trop d'éléments, je veux dire, parce que tout à l'heure, je rebondissais sur une personne qui disait qu'il fallait déjà avoir la formation des aidants. Mais moi, mon mari ne veut pas du tout en entendre parler, donc il n'aurait pas eu de connaissance de cette ETP s'il n'était pas... Voilà, donc il fallait que ça soit moi qui recherche. J'ai la chance de pouvoir encore me servir d'Internet. Mais il y a des gens qui ne s'en servent plus. Donc, je pense que les médecins devraient aussi nous informer. On a un manque du côté des médecins. Alors, peut-être juste, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Et je sais aussi que certaines associations invitent des personnes qui ont participé au programme pour en parler à d'autres, parce que je pense que vous êtes les meilleurs ambassadeurs pour sensibiliser et dire ce que ce programme peut apporter. Ça, c'est une chose. Après, je voulais juste ajouter qu'on a noué un partenariat avec le Collège de médecine générale là, depuis 6 mois. Et l'objectif est vraiment d'organiser sur les territoires, dans les départements, des sensibilisations par webinaire, sur des temps courts, parce que les médecins sont très occupés, mais de vraiment pouvoir faire une sensibilisation plus directe des médecins généralistes pour justement répondre à ce que vous évoquiez, le fait qu'ils ne sont pas, ils sont souvent pas informés de ce qui peut être proposé sur le département. Après, sur les départements, il n'y a pas encore ce programme, on y œuvre. Je veux dire, moi je trouve qu'il y a quand même un développement quasi de la moitié du réseau sur 3-4 ans, alors qu'on a traversé toute cette période pandémique et que ce n'est pas fini. Mais c'est vrai que, oui, on continue, on avance. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Oui, ou intervention. Anissa Bensouna, je suis directrice de la résidence Corrières-les-Cèdres à Villemomble dans le 93. Et en fait, c'était pour indiquer que le programme avait démarré dans le 93, puisque l'association a déjà tenu 4 ateliers. On a eu une salle de formation qu'on a mise à disposition. La post-formation est prévue en mars. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas encore eu beaucoup de promotion autour de la mise en route, parce que c'était un premier groupe expérimental. Mais voilà, c'était pour dire que c'était en action et que ça se passait bien et que les retours étaient effectivement très positifs, puisqu'on a pu voir des familles et des aidants pouvoir s'apaiser. Alors c'est vrai que nous, en tant que professionnels, on a besoin souvent de travailler avec l'association. On est parfois sollicité par des personnes qui, parce qu'à un moment donné, il y a une
une situation un peu plus aiguë, un trouble plus prononcé, en week-end, un peu désespéré, cherche une place en EHPAD, mais ce n'est pas tout à fait le moment. Et c'est vrai qu'on voit bien que sur la question des parcours, il y a un vrai sujet sur comment on accompagne les personnes, comment on les oriente vers un bilan. Voilà, donc c'était pour dire que les choses se construisaient, mais qu'elles étaient en cours. Merci beaucoup pour cette information. Une courte intervention de notre président. Une très courte intervention. Simplement, je voudrais plaider votre indulgence. On a bien compris le message, qu'il y a une demande énorme. L'Union en est consciente. Mais n'oubliez pas que notre fonctionnement est basé sur le bénévolat. On ne sort pas indemne de ce qu'on est en train de vivre actuellement. On est en train de se remettre en ordre de marche. En tout cas, le message est bien compris. Soyez indulgents. Je me répète, l'Union est bien consciente de développer ce programme parce que, Judith l'a bien dit, hein, c'est tellement efficace. Mais notre fonctionnement, je le répète, est du bénévolat. Il n'empêche qu'on a bien compris le message et, croyez-moi, je vous donne rendez-vous dans 2 ans et on fera le point. OK ? Merci. On vous applaudit, Monsieur le Président, et on applaudit Judith Mollard. Merci beaucoup et encore bravo pour cette belle initiative.